Ouais, super. Ok, donc je vais axer cette présentation du coup sur l'imagerie et les recommandations qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez. Quand on prend les choses un petit peu brutes, entre 2015 et 2023, les recommandations se sont étoffées. Il y a 2 fois plus de pages, 2 fois plus de citations. Mais quand on s'intéresse spécifiquement à la section imagerie, c'est un peu décevant parce qu'on passe de 3 pages à 3 pages. Donc ça ne change pas grand-chose sur le côté diagnostic, mais il y a quand même le nombre de fois où les mots sont cités qui sont qui reflètent la tendance générale, et on voit que l'échographie est toujours au premier plan. D'accord, je me colle pas. On voit que l'échographie est toujours au premier plan, même il n'a pas beaucoup augmenté en termes de citations, alors que pourtant le scanner, c'est vraiment la chose qui apparaît de plus en plus dans ces recommandations, qui est citée 3 fois plus souvent qu'avant, et la médecine nucléaire et l'IRM également. Donc en échographie, quand on s'intéresse vraiment juste au tableau sur qu'est-ce qu'il y a de neuf, il n'y a pas grand-chose. On nous dit un peu timidement que sur une endocardite du cœur droit, si on voit très bien en écho, on peut ne pas faire de TO. Bon, personnellement, je fais toujours le TO quand même parce que je trouve que c'est un diagnostic tellement grave et on fait des ETO tellement souvent pour pas grand-chose que là, moi je la fais dans tous les cas. Et on nous dit que quand on passe à l'antibiothérapie Péros, on n'aura pas le temps de développer ce point-là, il faut faire une ETO avant le changement d'antibiotique parce que c'est comme ça qu'a été fait l'étude Princeps. Donc pour l'échographie, moi la question que j'ai toujours pas complètement réussi à répondre, c'est celle-ci. C'est en fait quand est-ce qu'on va faire une échographie transthoracique, quand est-ce qu'on va faire une échographie transœsophagienne. Ça commence souvent avec un appel qu'on reçoit, on nous demande on veut une échographie, il y a un mystérieux interlocuteur au bout du fil qui essaye de nous parler du patient, et là il y a une sorte de dialogue qui s'enchaîne, on essaye de faire intervenir tout ce qu'on sait sur l'endocardite pour savoir si on va faire l'échographie. Il y a quand même un petit peu en soupape, est-ce qu'on a toujours de la place sur la vacation d'écho le jour même, et on va voir dans quelle temporalité on va la faire. Les recommandations essayent de nous aider, ils nous disent qu'il y a des scores qui ont été faits depuis 2015, nombreux scores qui prennent tous des paramètres un peu différents, mais ils nous mettent quand même dans le tableau en bas là des cut-offs en nous disant qu'au-dessus de tel score, il faut faire l'échographie, en dessous on peut s'en abstenir. Et on voit que les scores, moi je ne suis pas très fan de tout ça, et notamment quand c'est évalué a posteriori, on voit que les résultats à chaque fois des études Princeps sont jamais les mêmes quand on les réévalue à distance par une autre équipe. Et je trouve que réduire le raisonnement clinique à quelques points, quand on est clinicien et qu'on a appris plein de choses sur l'endocardite, c'est toujours un peu difficile. Donc j'ai essayé de me renseigner, voir comment on pouvait faire, et j'ai fini en désespoir de cause à poser la question à mon ami du moment qui est ChatGPT, en lui demandant à qui je fais une échographie, et finalement la réponse, j'ai trouvé qu'elle était plus probante que dans les recommandations. C'est digne d'un polycopier d'externe, mais en fait c'est tout ça qu'on prend en compte, c'est-à-dire les signes cliniques, les critères de Duke, la CRP, les hémocultures, est-ce qu'il y a du matériel dans le cœur du patient. Il y a des scores qui en parlent même pas, je sais même pas comment c'est possible de ne pas parler de ça. Et en plus, au final, il y a cette ligne à droite de l'écran qui apparaît, qui nous dit que en fait, vous avez une bactériémie à staph, il faut faire une échographie. Donc, un petit peu difficile, on n'a pas toujours la réponse, et on va essayer d'avancer. Quand même, l'échographie, ça reste la pierre angulaire du diagnostic, du suivi, du pronostic. Et il y a ces nouvelles lignes sur les végétations. Vous savez, avant, il y avait du 15 mm, du 30 mm qui traînait. Et là, ils ont réduit ce seuil à 10 mm, qui est quand même une résolution spatiale toute petite que seule l'échographie peut réellement apprécier à mon sens. Et on nous dit que si vous avez une végétation de plus de 10 mm et une indication opératoire autre, un abcès, une instabilité hémodynamique, ça doit accélérer la prise en charge. Par contre, la végétation à elle seule ne doit pas vous faire opérer. Par contre, il vous laisse une porte ouverte. Vous avez vu, on a du 2B qui nous dit que si vous avez un patient à très bas risque opératoire et une végétation de plus de 10 mm, vous avez le droit de discuter. Honnêtement, en pratique clinique, on ne l'a jamais fait à Saint-Joseph, de juste opérer sur une végétation qui faisait 12 mm isolée. Mais c'est vrai que quand on hésite avec une instabilité hémodynamique toute relative, un peu d'insuffisance cardiaque sans OAP, ça peut faire pencher la balance. Le scanner, pour le coup, c'est vraiment une avancée dans les recommandations. En fait, en 2015, il y avait déjà un paragraphe sur le scanner. C'est juste que là, ils l'ont mis sous forme de tableau. Et comme vous le savez, dès qu'on fait un tableau dans les recommandations, c'est quand même beaucoup plus impactant parce que les gens s'intéressent beaucoup plus au tableau qu'au texte. Mais en fait, tout ce qui est dans le tableau était déjà dans le texte. Ce qu'il faut vraiment lire, c'est que le scanner, c'est un complément de l'échographie. Il faut arrêter de les mettre en opposition.
et que notamment sur les prothèses valvulaires et sur les lésions paravalvulaires, il y a un vrai plus que l'échographie parfois est mise en défaut. C'est résumé par cette méta-analyse qui est citée dans les recommandations. Nous disons que sur les lésions paravalvulaires, sur les abcès, le scanner est très intéressant. Sur le reste, l'échographie se défend largement. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout les mettre en compétition l'un avec l'autre. C'est des examens complémentaires. Et en tout cas, nous, dans notre pratique, tout patient qui a une prothèse valvulaire, elle a toujours ETT, ETO et scanner. C'est devenu systématique. Sur les valves natives, quand on a une très bonne échographie, des très bonnes échogénicités, un patient qui évolue bien, on peut s'en passer. Ça, c'est un exemple de la semaine dernière, un patient qui était venu avec un TAVI infecté, comme vous le voyez sur l'image de gauche, c'est une image d'ETO. On voit très bien le TAVI infecté ainsi que la valve mitrale. Et sur l'image de droite que je vais essayer de vous remettre en dynamique, on va y arriver. Non, il ne veut pas. Alors je vous la remets au ralenti, mais en gros, on voit qu'ici, il y a l'angle mitro-aortique juste là, et vous voyez un petit trajet de fistulisation dans l'oreillette gauche qu'on va revoir avec le scanner tout de suite. Je vous l'ai mis en dynamique, là vous avez le scanner sur l'écran de gauche, le TAVI, on descend dans l'angle mitro-aortique et vous allez voir la petite image là, voilà, de fistulisation dans l'oreillette gauche, qui est exactement la même que dans l'image de droite, avec, ça passe très vite, le Doppler couleur, bon, ça fistulisait, il y avait un shunt, et le scanner était très intéressant là-dessus. Le petit mot quand même, c'est que quand vous avez une bioprothèse, vous avez des cônes d'ombre derrière la bioprothèse. Là, je vous ai mis une image où les deux examens sont corrélés, mais il aurait suffi que cette fistule soit de l'autre côté, et on serait passé à côté en ETO. Normalement, entre l'ETT et l'ETO, on arrive à couvrir toute l'angulation, mais il suffit d'avoir une mauvaise ETT, et à ce moment-là, on passe à côté. Ça, c'est un autre examen. Je suis désolé, les boucles ont un peu de mal. Mais c'était un patient qui avait une bioprothèse aortique infectée. Il évolue mal par la suite. Il avait eu ETO initial. Il évolue pour le coup mal à 10 jours. On lui refait une ETT qui, comme vous le voyez, n'est pas de très bonne qualité. On n'a pas une très bonne coupe. Le patient ne veut pas qu'on lui refasse d'ETO. On lui fait un scanner et là, c'est indéniable. Il y a des abcès juste fistulisés dans le ventricule gauche. Le scanner ne peut pas passer à côté. Ça me permet d'introduire un concept. Vous aurez un super topo à la fin de ce congrès sur l'échographie de contraste par mon mentor et ami, Dr Garçon, que je remercie pour toutes ces années de formation au passage, sur l'échographie de contraste. Et vous voyez que ça, c'est exactement le même patient en ETT avec du produit de contraste, un petit axe sur la valve aortique, et là l'abcès est inratable. En fait, vous avez l'anneau aortique au milieu de l'écran. Je vous la remets en dynamique. Il va, bon, je suis désolé, ça passait tout à l'heure. Non, il ne veut toujours pas. Bon, désolé. En tout cas, on voit très bien l'abcès qui était battant, et l'échographie peut être mieux performante avec le contraste. L'imagerie nucléaire, il y a tout un chapitre là-dessus également. Pareil, de nombreux tableaux qui ont été mis en place, plein de choses qui nous disent qu'on peut le faire en classe 1 pour rechercher l'endocardite. Le message clé, c'est qu'il faut savoir utiliser l'imagerie nucléaire. Dans l'endocardite, c'est très compliqué. Sur les valves natives, a priori, il faut l'oublier. En tout cas, c'est dans le domaine de la recherche, il faut faire très attention sur les valves natives. Par contre, c'est vrai que sur tout ce qui est matériel, c'est un outil qui est formidable à condition de savoir l'interpréter. Plusieurs choses sur les valves natives, quand on fait des méta-analyses qui sont citées dans les recommandations, on voit que finalement la sensibilité et la spécificité sont vraiment très mauvaises. Donc c'est, pour le coup, à mon sens, sur valve native, pas un grand intérêt. Par contre, effectivement, sur le matériel, il y a un intérêt. Il y a un intérêt à contrebalancer quand même par ça. C'est-à-dire que quand vous faites des TEP scans systématiques en post-opératoire de remplacement valvulaire, vous avez une fixation quasi systématique de la prothèse qui perdure. Dans cette étude, ils étudiaient jusqu'à 1 an, et en fait la fixation était toujours aussi intense, que ce soit à 1 an, à 6 mois ou à 1 mois du post-opératoire. Donc il faut faire attention à ça. On nous dit d'adapter les seuils de quantification de la fixation sans nous donner vraiment les seuils. Ils nous disent que chaque équipe doit faire en fonction de ses capacités. Et un des éléments essentiels, c'est qu'il faut toujours coupler la fixation à une imagerie de coupe sur le scanner. Et c'est probablement ça le meilleur argument pour savoir si une prothèse est infectée. C'est le type de fixation. À gauche de l'écran, vous avez la fixation diffuse qui évoque plutôt une réaction inflammatoire post-opératoire. Et à l'extrême, à droite de l'écran, vous avez une fixation hétérogène qui, là, a priori, n'évoque pas de l'inflammation réactionnelle, mais plutôt une réelle infection. Également sur les pacemakers, comme vous le savez, on se pose régulièrement la question. On ne se pose pas la question pour les pacemakers récents. Généralement, quand il y a une bactériémie chez un patient qui a un pacemaker qui date d'il y a 1 mois, on l'enlève dans tous les cas. Il y a plein d'études qui ont montré que c'était le meilleur pronostic. Par contre, c'est vrai que sur les vieux pacemakers, on va se poser des questions. Or, les vieux pacemakers, c'est ceux qu'on n'a pas envie de retirer. Et c'est ceux qui ont toujours des dépôts de fibrine quand vous leur faites une ETO. Donc en fait, vous avez des images d'addition sur les sondes
et vous ne savez pas quoi en faire, et en plus vous ne voyez pas ce qui se passe au-dessus de la veine cave supérieure, et le TEP scan dans ces cas-là a un réel intérêt en montrant bien que s'il y a une fixation hétérogène, ça vous aide grandement pour le diagnostic qui n'est pas négligeable, parce qu'une fois que vous l'avez posé, aller retirer un pacemaker qui date d'il y a 5 ans, c'est pas du tout anodin. Donc ça a donné lieu à ces critères de Duke modifiés qui étaient déjà modifiés en 2015, mais bien pour dire que l'échographie n'est plus la seule pour permettre de poser le diagnostic d'imagerie sur l'endocardite. Concernant l'IRM, au niveau cardiologique, honnêtement, on ne l'utilise pas du tout dans notre pratique pour l'endocardite, j'entends. C'est ce qu'ils disent aussi dans les recommandations, quitte à faire une imagerie cardiaque, faites un scanner. Par contre, effectivement, pour le bilan de diagnostic d'extension, notamment pour rechercher des emboles au niveau médulaire, pour confirmer le diagnostic d'endocardite, c'est très intéressant. Par contre, le message clé, c'est de faire attention à ce qu'on va trouver en IRM. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver des AVC, quasiment, en fait, dans l'endocardite. Dans presque 80% des cas, vous allez trouver des petits AVC. La question, c'est ce que vous allez faire de cette information. Est-ce que vous allez retarder la prise en charge de votre patient là-dessus? Est-ce qu'un tout petit peu de remaniement hémorragique doit retarder la prise en charge? Est-ce qu'il faut rechercher l'anévrisme mycotique? On attendait beaucoup des recommandations pour essayer de nous aiguiller là-dessus. Ils ne se sont pas beaucoup mouillés. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit que c'est dépendant des équipes. Ils nous disent que fermer un anévrisme mycotique ne prévient pas forcément l'hémorragie en post-opératoire, mais que ça peut être quand même intéressant. Et par contre, ils nous disent ça. C'est-à-dire que, encore une fois, comme pour la taille de la végétation, on a une tendance à augmenter l'impact de la chirurgie en disant qu'il faut y aller de plus en plus, et ils nous disent quand même, c'est les recommandations de gauche, que même si vous avez des petits remaniements hémorragiques, si vous avez une indication formelle et urgente à aller opérer, eh ben, il faut aller opérer le patient. Donc c'est vrai que l'IRM, pour le coup, un patient qui est asymptomatique, qui a un scanner qui ne retrouve rien, probablement que l'IRM ne va pas changer la prise en charge, en tout cas ne doit pas la changer. Voilà, si j'avais les messages principaux à dire de ces nouvelles recommandations, c'est dire que l'échographie, ça reste la pierre angulaire, on est quand même à un congrès d'écho, mais c'est la vérité dans l'endocardite, on en fait à tout le monde, le TT, le TO, il faut la faire systématiquement dès que vous avez le moindre doute. La place grand du centre de scanner, honnêtement, c'est indéniable. Nous, vraiment, on l'a intégré à notre pratique courante. Tous les patients qui restent hospitalisés pour une endocardite ont un scanner et ça nous permet tout à chacun de progresser. Le scanner rattrape l'écho rattrape le scanner. On s'appelle encore régulièrement avec Archie de la semaine dernière, on s'est encore appelé pour un patient. On a confronté nos examens et ça nous a fait progresser tous les deux probablement. L'imagerie nucléaire, oui, c'est sûr, c'est indéniable. Attention juste aux limites, la fixation qui perdure, la sensibilité, la spécificité mauvaise sur les valves natives, donc à réserver au matériel mais d'une grande aide. Et l'IRM, vraiment, je pense que c'est une question qu'on a régulièrement en staff. Dès que le patient est un peu limite sur l'indication chirurgicale, oui, ça peut faire balancer. Quand le chirurgien est déjà pas très chaud pour opérer, oui, s'il y a un anévrisme mycotique, ça va nous freiner un peu plus. Mais quand l'indication est formelle, il faut aller opérer vos patients et ne pas s'arrêter là. Je vous remercie. Donc on ouvre pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En 3 orateurs. Moi, j'avais une question sur les recommandations de diabéto. Par rapport au test d'ischémie, justement, comme c'était un peu la thématique de la session d'avant également, le test d'ischémie chez le patient diabétique, c'est une question qu'on a nous récurrente dans le service où le diabétologue nous en demande régulièrement. On ne sait pas quoi exactement faire, des résultats d'ailleurs chez ces patients traités médicalement. Quelle est votre pratique et qu'en pensez-vous? Eh bien, justement, on a été un peu surpris parce que finalement, quand on fait le dépistage de l'ischémie myocardique asymptomatique, silencieuse, le fait de la traiter, ça ne donne rien. Donc finalement, j'ai l'impression que quand on fait ces tests d'ischémie chez le diabétique, après on fait un scanner, on ne sait plus quoi en faire. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le mot symptôme. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait uniquement réserver ces tests pour les patients symptomatiques. Quand on a un patient asymptomatique, à ce moment-là, on contrôle les facteurs de risque, on baisse la pression, on met des statines, on met des traitements qui baissent la morbimortalité, qui protègent. Mais je pense que aller dépister systématiquement l'ischémie chez les asymptomatiques, par la suite, même dans les études, ça mène à rien. La question est posée. C'est pas ton avis? Si, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça permet quand même d'affirmer, nous on a des patients par exemple qui sont récalcitrants aux statines ou des choses comme ça, et ça permet d'asseoir un peu plus le traitement médical. Après le risque effectivement c'est qu'une fois qu'on a une ischémie positive, ne pas aller faire la choro derrière c'est très compliqué. Une fois qu'il tombe dans les mains du coronarographiste, ne pas mettre le stent c'est très compliqué aussi. Et c'est vrai que c'est tout un débat et on n'est pas encore tranché à l'heure actuelle je pense. Alors qu'on n'a pas les preuves. Ouais. On n'a pas les preuves. D'accord. Vous avez des questions? Merci.